Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, ou en tout cas, on va essayer de vous mettre d'accord. Bonjour à toutes et à tous, lundi 7 novembre, avec vous pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Éric Revel. Bonjour Éric, bonjour, qui est resté Valérie. dans ce studio, ainsi qu'Arlette Chabot. Éric, journaliste. Moi, bonjour. Mais si, attendez, je commence, je vous double annonce. Donc Éric Revel, éditorialiste à Sud Radio dans le Grand Matin, tout compte fait, 7h20. Arlette Chabot, bonjour Arlette, ravie et très honorée de vous avoir à ma table, journaliste et moi, éditorialiste. pas honoré, alors Bon, vous êtes non, Arlette est mon idole, je le dis aujourd'hui. Moi dans le métier, s'il y a quelqu'un que j'admire, c'est vraiment Arlette Chabot. Donc vous aussi Éric, mais Arlette un petit peu plus. Pareil, on va dire, voilà. Journaliste, éditorialiste, édito politique tous les lundis, 7h35 sur Sud Radio. On vous retrouve également sur LCI le week-end. Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique. Bonjour. Et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Beaucoup de choses à dire autour des sondages. Éric vous a taclé la semaine dernière, vous allez lui répondre. En mon absence, c'est toujours plus sympa. J'avais pas compris. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de problème. La fracture, c'est votre dernier livre, est paru aux éditions Les Arènes. Le Rassemblement national, après la polémique, a un nouveau président. Jordan Bardella a été donc élu hier avec 85% des voix. On va revenir sur la dissolution possible, potentielle, probable ou pas de l'Assemblée nationale. Et puis les Français mécontents de leur service public, c'est notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Commençons par ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité. Arlette Chabot, on commence avec vous. C'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour José Bové. Alors vous allez me dire, les plus jeunes ne savent pas qui est José Bové. Alors, moi je dirais que c'est un Gaulois réfractaire. Ouais. Regardez, trouvez son visage pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce qu'il a des grosses moustaches de Gaulois. Et réfractaire parce que c'était un activiste. Ouais. Un activiste Il avait politique. attaqué le McDo. Voilà. Alors pour tous ceux les plus jeunes là, qui font de l'activisme pour défendre le climat et défendre la cause climatique, je leur conseille justement de retrouver José Bové, parce que lui, effectivement, a été connu à la fois pour s'être battu contre l'extension du camp militaire de Larzac, puis ensuite, effectivement, créateur de la Confédération Paysanne, un syndicat anti-FNSEA. Il a effectivement démonté un McDo. Nous sommes en 1999. Le McDo à Millau, il a été condamné pour avoir cette action. Il s'est ensuite attaqué aux multinationales, Monsanto. Il a arraché des plants d'OGM dans des champs. Là aussi, il a été condamné à de la prison ferme. Alors tout ça pour dire que c'est pas un modèle, mais c'est quand même un modèle au sens que quand il faisait des actions précurseurs, mais c'est toujours des activistes, les écolos aussi, hein. Mais c'est surtout qu'il y avait un lien entre les causes qu'il défendait et ses actions. Alors vous voyez où je veux en venir. Oui. Moi, je ne pense pas effectivement que la soupe sur des Van Gogh fasse avancer la cause écolo, ou que d'arrêter des automobilistes qui vont prendre un avion ou sur un pont en leur disant qu'il n'y a pas assez d'argent pour la rénovation thermique des logements, ça permet de faire avancer la cause écolo. Donc oui, certains activistes ont pris des risques, oui, ils ont soulevé des problèmes quand ils vont combattre l'Organisation mondiale du commerce, quand ils vont défendre le Roquefort, produit naturel, face aux produits et à la malbouffe. Il y avait un sens, ce que vous êtes en train de dire, il y avait un sens dans l'action. Il y a un lien entre la cause, la malbouffe par exemple, et leurs actions. Donc vive José Bové, et si les activistes... Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs? Parce qu'on ne l'entend plus il a été député européen, je pense qu'il est à la retraite tranquille. Il était candidat à la présidentielle en 2007. Il a fait un peu plus d'1% à l'élection, mais c'était déjà ça. Donc suivez la moustache de José Bové et soyez un peu plus cohérent dans vos actions. Un auditeur, Stéphane, me signale qu'en ce moment même, des manifestants, des militants de dernière rénov sont en train de bloquer le périph' parisien, et ils empêchent des
les gens d'aller travailler, qui vont arriver en retard, qui ont peut-être besoin de se déplacer pour, ne serait-ce que pour aller au boulot. Donc voilà, c'est en ce moment même sur le périphérique parisien. Peut-être un mot sur ces activistes. Oui, on en a déjà pas mal parlé. Pour se détendre sur ces activistes, après tout, on peut aussi en rire, hein, parce que parfois ils nous font un peu pleurer, mais on peut aussi en rire. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter cette photo de Mona Lisa, bouffie, c'était la manière de Bottero. Manière Bottero, et à ceux qui jettent de la soupe ou des aliments sur des tableaux, la légende de cette photo de Mona Lisa bouffie et bien enrobée, c'était arrêter de leur donner à manger. J'ai trouvé plutôt assez drôle. Et vous noterez, pour se détendre encore un peu plus, que beaucoup de tableaux, alors je donne pas d'idée, hein, sont attaqués de grands peintres, mais pas Francis Bacon. Vous voyez, il y a peut-être un... Leur donnez pas d'idée. Bacon, c'est peut-être un rapport. Voilà. C'est pas très vegan tout ça. Il y a aussi un dessin du Canard enchaîné où on voit un contrôle avant de rentrer dans un musée et on demande couteau, armes, purée, soupe. Voilà. Qu'est-ce que ça donne dans l'opinion? Les gens, vous le savez ou pas, Frédéric? Est-ce que les gens les soutiennent? Est-ce que ça retient leur intérêt dans les sujets Non, il y a un vrai décalage entre le fait que sur la question du climat, les constats sont maintenant partagés par tous et les clivages générationnels, vous citiez mon livre tout à l'heure qui date d'il y a un an, qui était très très net, et se sont beaucoup affadis, mais c'est vrai que cette écologie radicale n'a pas bien sûr l'assentiment des Français qui attendent une écologie plutôt du quotidien, des solutions, mais c'est vrai qu'il y a le côté de lanceur d'alerte, mais ce qu'a dit Arlette est extrêmement juste, c'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait un vrai lien entre l'action et la finalité de l'action. C'était pas des actions coup de poing. Alors, eux vous expliquent qu'il y a une finalité, c'est d'expliquer la purée sur un tableau, c'est vrai qu'on a. C'est d'expliquer que. Alors j'ai vu leur raisonnement, c'est qu'il y aura plus d'œuvres d'art, qu'on ne pourra plus. Il y a une finalité. Elle n'est pas évidente pour les gens. Non, elle n'est pas évidente, Alex. Ce que je trouve très intéressant, ce que dit Arlette Chabot, c'est tout, mais particulièrement ce matin, en tout cas, c'est par rapport à José Bové. Il a quand même soutenu l'année dernière Yannick Jadot, alors qu'il n'a jamais eu de message de soutien envers Sandrine Rousseau ou les gens les plus extrêmes d'Europe Écologie Les Verts. Donc ça veut dire effectivement que lui fait preuve d'un militantisme qui est différent et que c'était à son époque un militantisme complètement ailleurs que celui qu'on peut voir aujourd'hui. Quand vous voyez samedi sur le terrain de rugby 2 militants qui vont s'accrocher en haut des poteaux de rugby pendant un match de rugby en disant le 49-3 tue, honnêtement, je comprends moi le militantisme, mais quel rapport avec le quotidien et quel rapport avec un quelconque engagement? Alors, juste un petit mot pour Yannick Jadot. Lui aussi a été un activiste. Lui aussi a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État parce qu'il s'était attaqué contre le nucléaire à une base militaire. Donc tout le monde a été activiste un jour. C'est vrai chez les écolos, mais alors l'action d'aujourd'hui, on a du mal effectivement à la suivre. Comprendre. Alex Darmon, votre coup de gueule. Moi c'est un coup de gueule, parce que je prends les transports en commun tous les jours et honnêtement là j'en peux plus en vérité. Alors je parlais de rugby il y a quelques secondes, j'étais au Stade de France samedi soir pour voir le match de l'équipe de France de rugby. On a les Jeux Olympiques dans 1 an et demi, alors je sais on le répète, on le dit, il faut se préparer et tout, mais je crois vraiment que ça commence par les transports en commun. C'est un scandale ce qui est en train de se passer. Alors moi je parle de Paris, je sais que dans toute la France, pour avoir lu, parce que hier ça m'a vraiment terrorisé ce sujet, j'ai lu plein de choses dans toute la France et c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui 70% des Français prennent le transport en commun. On nous engage, on nous demande de le faire par rapport à la planète et à l'écologie et on a raison, il faut le faire. Mais franchement c'est pas encourageant. Quand vous voyez qu'on est les uns sur les autres, je disais il y a un chiffre, moins 20% de rames par rapport à 2019. Qu'est-ce qui justifie? Alors il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. C'est moins 10 aux heures de pointe et moins 20. Difficulté de recruter à la TPI. Oui, c'est ça. Mais sans doute. Mais ça veut dire qu'une chose... Le matin, c'est pareil. Boulogne, maison de la radio, il y a 25 minutes d'attente pour des bus. Puis des conditions vétustes, du matériel qui est mauvais. Vraiment, on est en France quand même, c'est la 5e puissance mondiale. Quand vous allez dans le monde ailleurs, je peux vous dire que les transports en commun, c'est quelque chose de très important. Donc Jean Castex aura du boulot. Ça rejoint le sondage hier dans le journal du dimanche. Qui est pas mon coup de gueule, mais mon point d'éclairage. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. C'est complètement en lien avec ce que dit Alex. C'est vrai que ça agace les Français et ça les inquiète parce que c'est au cœur du modèle français. Dans cette enquête IFOP pour le JDD, on voit que 61% des Français, alors ce n'est qu'un sondage, mais considèrent que les services publics fonctionnent mal d'une manière générale. C'est la première fois que je vois un chiffre pareil. On sait très bien l'attachement des Français aux services publics, le patrimoine de ceux qui n'ont rien. On sait très bien que dans beaucoup d'enquêtes qualitatives, quand on fait parler les Français sur la France, il y a un discours anxiogène et très vite,
émergent des éléments de réassurance, gastronomie, le tourisme et le modèle social et les services publics qui étaient une spécificité française. Là, l'indicateur global est mauvais dans toutes les catégories de population, sauf les sympathisants Renaissance. L'indicateur détaillé est absolument terrible, notamment sur la justice, alors que dans les faits, on voit que le budget a augmenté ces dernières années de manière assez significative, mais dans les faits et dans la vie, on a vu ce qui s'est passé à Nanterre au mois d'octobre, quand une juge est morte peut-être d'épuisement en plein tribunal. Vous avez peut-être vu le papier du Monde sur le burn-out des infirmières à l'hôpital de la Timone, qui, moi, dans mon enfance, il y a encore 10 ans, était vu comme un hôpital de pointe, l'hôpital de pointe de Marseille. Saint-Louis, tous les hôpitaux. Et vraiment, le discours sur le déclin français, dont on a déjà parlé ensemble, qui a été un des moteurs du moment Zemmour de l'automne dernier jusqu'au mois de janvier-février, c'est l'idée que tout va à volo, plus rien ne va. C'est vrai que le métro parisien, alors pardon de parler de Paris, c'était pas un sujet du tout. Le fait qu'on en fasse un coup de gueule, le fait que on a des enquêtes auprès des Franciliens qui font état d'un mécontentement jamais vu, tout ça, c'est un vrai signal. Et la question du financement, du mauvais fléchage de l'argent, le fait que on a les deux sujets d'inquiétude français, hôpital, école, qui sont dans cet état. Tout ça, je dirais, concourt à ce mal-être français. On va y revenir. On marque une petite pause. Il est 9h15, très bientôt. Il est 9h14 exactement sur Sud Radio. Et on va parler de nos services publics à la dérive. Il n'y a pas d'autres mots sur la situation aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité avec Éric Revel, Arlette Chabot, Alex Darmon et Frédéric Dabi. Nous parlions de nos services publics. Éric Revel, vous vouliez réagir. C'est un sondage à retrouver dans le JDD dans lequel les Français font le constat effarant. Et vous disiez, Frédéric, que c'est la première fois qu'il y a des chiffres comme cela. Un niveau aussi élevé de Français qui jugent que les services publics sont dans un état déplorable. Oui, c'est un sondage très éclairant et de manière très liée. D'ailleurs, vous avez vu cette dépêche interministérielle qui concerne l'état de la justice française. Alors, il faudra que ce soit éclairci et précisé, mais si c'est la vérité, ça veut dire que dans la dégradation actuelle des services publics français, notamment dans la justice, on sort par le bas plutôt que par le haut, puisque dans cette dépêche, il est dit que des affaires qui traîneraient depuis 6 mois et 2 ans, en fait, seraient purement et simplement classées. Parce que, par faute de moyens et engorgement des tribunaux à cause du nombre de dossiers, eh bien, la justice française, qui déjà est parfois montrée du doigt, n'aurait plus les moyens de fonctionner. Alors, quand même, qu'il faut rappeler alors, on va voir comment ça se traduit, mais que le budget de la justice est en augmentation de 8%, plus 9,6 milliards d'euros. Donc, voilà un exemple incroyable de dégradation des services publics à la française qu'on pourrait multiplier, bien sûr, à l'hôpital public, la police, mais au transport, mais on est quand même, alors vous allez peut-être me trouver très pessimiste, ma chère Valérie, mais je trouve qu'on est dans une situation, d'abord on n'est plus la 5e puissance économique, mais plutôt la 7e, mais même sans parler de puissance économique, on est dans un état quand même de délabrement de nos services publics, pour ne parler que de ça, qui est très avancé. Oui, hier le Télégraphe, donc très sérieux journal anglais, publiait cet article, comment la France, autrefois, donc comment la France est pris dans une spirale de chaos et de déclin. Ces mots sont très forts. Et le Télégraphe donc écrit le bilan d'Emmanuel Macron, autrefois le pays le plus beau, le plus brillant et le plus civilisé du monde, est maintenant pris dans une spirale de déclin apparemment irréversible. Les Anglais nous aiment pas, mais quand même. C'est pas juste Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand même la dégradation. Là, ça se voit vraiment, et on peut reprocher à cette équipe et au président de la République sortant et réélu de ne pas avoir changé ou amélioré. Par exemple, oui, il a augmenté le budget de la justice, mais il faut du temps. Oui, c'est la fin du numerus clausus pour les médecins, mais il faut 7 ans, 8 ans pour former des médecins. Mais simplement, moi j'ajoute même en plus les centrales nucléaires. Parce que dans la série, il y a les services publics et même le nucléaire français qui était une fierté.
Voilà, et ben on s'aperçoit aujourd'hui que nos centrales sont à l'arrêt, il y a de la corrosion, Flamanville marche toujours pas. Oui, mais là, pour le coup, Arlette Chabot, depuis François Hollande, la fermeture actée de Fessenheim, plus le non-investissement pendant un quinquennat entier du secteur nucléaire français, là, pour le coup, c'est de la responsabilité de l'actuel gouvernement et président de la République. Ok, mais de toute façon, c'est la responsabilité des politiques depuis 20 ou 25 ans. Et donc, qui n'ont rien fait avec, on peut dire aussi Nicolas Sarkozy, un fonctionnaire sur 2 dans la police, la justice, etc. Donc, tout le monde a fait des politiques qui conduisent à ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est extrêmement très inquiétant. C'est inquiétant déprimant. Quand on vous parle de l'hôpital, juste parce que c'est un sujet qui est intéressant et que je connais un petit peu sur la justice. Effectivement, tous les services publics sont en pleine dégradation. Mais aujourd'hui, il y a quand même un ministre de la Justice, vous l'avez dit, Éric Revel, qui a augmenté le budget considérablement, qui était un secteur qui était oublié pendant des années, parce que c'est des politiques, on va dire, invisibles. Vous savez, la justice, on se rend pas compte, comme la santé, tant qu'on n'y est pas confronté. Et aujourd'hui, le budget a été augmenté. C'est quoi le problème dans la justice? C'est qu'on manque de magistrats. Clairement. Et le problème, c'est qu'on peut pas impulser un nombre de magistrats. Pas que. Bien sûr, mais pour les affaires courantes. Oui, mais pour les affaires courantes, je vous promets, c'est des magistrats. Et donc on a pris une décision au ministère de la Justice, c'est de créer ce qu'on appelle les sucres rapides, qui vont venir soulager ces affaires courantes. Mais par contre, ils peuvent pas tout soulager sur toutes les plus grandes affaires et les plus compliquées. Et former des magistrats, ça prend du temps. Oui, mais quand Marie-Vonne Caillebotte, procureure de Versailles, raconte sur une autre antenne qu'elle met une demi-heure à faire fonctionner son ordinateur le matin, c'est un truc totalement basique. Vous avez raison, c'est un problème de budget où on n'a jamais modernisé les moyens de la justice. Non, mais attendez, je dis pas que ça va être fait. En tout cas, on met les moyens pour le faire. Les Français comprennent de moins en moins, à mon avis, et ça, c'est un sujet. Exactement. C'est d'un côté, enfin, des impôts qui sont quasiment les plus élevés des pays de l'OCDE, et d'un autre côté, alors jusqu'à présent, quand les services publics fonctionnaient bien, je vais pas dire qu'il y avait un acquiescement volontaire à payer beaucoup d'impôts, mais en tout cas, bon, on voyait où ça passait. Mais là, on est en train de se dire que l'hôpital public, la justice, les transports, tout ça se dégrade et que le niveau d'impôt reste le même en France. Donc là, les Français ne comprennent plus ce qui se passe. C'est où passe l'argent. Mais ça, c'est la question des Gilets jaunes, hein. Honnêtement. C'est où passe l'argent. Je veux dire, la vraie question la plus intéressante qui était posée par les Gilets jaunes, c'était où va l'argent. La plupart d'entre eux payaient des impôts et se demandent où va l'argent. Tout le monde a oublié le quoi qu'il en coûte. Dans ces cas-là, excusez-moi, mais le quoi qu'il en coûte, ça a été un trou considérable. Et l'argent, il va là-dedans. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y a eu le Covid, qu'on a soutenu. Non, mais la dégradation des services publics. Non, mais je suis d'accord, il y a une dégradation des services publics. Vous parliez de la justice, on se souvient du film L627 de Tavernier qui montrait dans les années 90 les conditions de vie dans les commissariats. Il y a eu des choses qui ont été faites. C'est d'Yves Montand, je crois. Non, c'était Jean de Florette le dernier film. Je crois que c'est IP5, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, le cinéma, c'était la parenthèse. Eddie Mitchell, Jean de Florette quand il rentrait dans l'eau. Parce qu'après Jean de Florette, il y a maintenant des sources, mais c'est bien de parler cinéma. Non, mais il y a absolument aucun. Non, mais ce que dit Eric est très juste quand c'est vraiment très représentatif de ce que nous disent les Français. Le déclin est là parce que ce qui marchait ne marche plus. Les éléments de fierté, de distinction de la France, le nucléaire, c'est vrai que les Français le soutenaient. On voit que les choses sont extrêmement compliquées et c'est vrai que ça crée une inquiétude. Et puis, avec en plus l'idée que les services publics, qui étaient avant un sujet très clivé gauche-droite. À gauche, c'était toujours plus. À droite, c'est il faut virer, c'est feignant pour être très caricatural. Le clivage gauche-droite s'est complètement effondré, notamment dans les zones de la France périphérique, parce que les services publics, c'est la présence de l'État. Il y a une vision extensive des services publics, c'est les services au public, une épicerie, un distributeur automatique de billets, où maintenant, dans certaines zones, il faut faire 30 km pour aller retirer 100 €, donc en fait, vous retirez 95 ou 92 €. Tout ça, ça marque les Français, et un service public qui disparaît, c'est le signe de délitement dont parlait Eric et de désengagement de l'État. Donc la situation est, je trouve, extrêmement compliqué. Mais on voit pas bien comment on va en sortir. Parce que ce que disait Alex, c'est-à-dire former des magistrats, c'est la même chose pour les médecins, c'est la même chose pour les enseignants. La question du réchauffement climatique, elle est sur la table depuis longtemps, mais celle du déclin français, elle est sur la table depuis longtemps. Vous vous souvenez peut-être d'un historien économiste qui s'appelle Nicolas Babrez, qui le premier a théorisé sur le grand déclin français, et à l'époque, certains de 2004-2005, c'est ça. Voilà, se pinçaient le nez un peu en l'accueillant, en disant mais de quel déclin parlez-vous ? En fait, il est sur la table depuis longtemps, et c'est vrai, Arlette a raison, que les politiques qui se sont succédés
en France n'ont pas pris la mesure ou n'ont pas eu la volonté suffisante de remettre les choses d'équerre. Mais vous dites en France, mais on regarde aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose. Au Canada, c'est pareil. Aux États-Unis, vous n'avez pas du tout le même rapport au service public. Je suis d'accord sur ce plan-là, mais il y a quand même un problème d'emploi. Ni sur la santé, ni dans plein de domaines. Ils ont au Canada des problèmes aussi de médecins, d'accès. Je voyais, les urgences sont surchargées. Il y a quand même, d'une manière générale, à un niveau mondial, un problème sur l'emploi et sur la volonté de travailler. Oui, mais rapport au travail. Moi, je connais pas la situation des services publics au Canada, mais ce que je remarque quand même, c'est que ce qu'on a appelé la grande démission, c'est-à-dire la volonté de certains salariés qui sont dans les secteurs, en fait, c'est un concept, c'est une évolution sociétale qui, justement, a touché en premier les États-Unis, puis les pays européens, parce que au bénéfice, grâce ou à cause de la crise sanitaire, notamment les jeunes générations, vous savez, c'est un peu le mot de Camus, c'est donner un sens et avoir un but. Ils veulent maintenant plus donner un sens qu'avoir le but de gagner sa vie pour avoir un job. Bon, et ça peut s'entendre. Non, mais il y a un rapport au travail qui a changé, on ne cesse de le dire. Oui, au mode de vie. Il y a plus les médecins, les médecins ne vont plus à domicile. Les médecins, par exemple, il y a beaucoup de femmes médecins qui, elles ont le droit, ne travaillent pas le mercredi, ne travaillent pas le samedi. Donc, ça, effectivement, ça pèse. Personne n'avait réalisé. Aujourd'hui, un médecin qui part à la retraite, vous dit, effectivement, je n'ai pas de remplaçant. Et pour un médecin qui part à la retraite, on dit qu'il en faut 2, voire 2,5 aujourd'hui, compte tenu du mode de vie qui a changé. Donc c'est tout ça aussi qui n'a pas évidemment été pris en compte. Allez, petite pause, 9h27 sur Sud Radio. On continue de débattre, de commenter l'actualité. On va parler de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est votre coup de cœur, gueule. J'ai décidé de détendre l'atmosphère. Voilà, allez. Il faut... Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble sur Sud Radio avec Éric Revel, Arlette Chabot, Alex Darmon et Frédéric Dabi. Alors Éric Revel, vous vouliez revenir sur la situation à l'Assemblée nationale, dissoudra pas. C'était un article également dans le journal du dimanche. Alors, avant qu'on aborde de manière sérieuse la question de la dissolution, moi je voulais juste noter les mots qu'a employé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, hier dans une émission. Alors, il n'en sait pas beaucoup plus, ou il en sait peut-être plus, mais en tout cas, il a eu cette phrase que j'ai trouvée incroyable. Il a dit la dissolution n'a pas de date de péremption, Voilà. Et alors, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, en fait, Olivier Véran est en train de comparer les députés à des yaourts, vous voyez, à des pots de yaourt qui auraient des dates de péremption. Donc je me suis dit, mais quand vous êtes porte-parole, vous devez porter la parole et vous ne devez pas laisser la possibilité d'interprétation. On n'emploie jamais le mot, la formule de date de péremption pour une institution de la République telle que l'Assemblée nationale. On emploie, Valérie, vous qui vous intéressez beaucoup à la consommation, pour des pots de yaourt, pour des pizzas, mais on n'emploie pas le mot date de péremption pour l'Assemblée nationale. Alors peut-être qu'on verra dans les questions au gouvernement, peut-être qu'un député dira, mais monsieur le ministre, précisez les choses, vous voulez que je me tourne et que je vous monte mon dos pour savoir si j'ai une date de péremption. C'était à la fois un peu pour détendre l'atmosphère, mais aussi pour vous dire que dans des moments compliqués comme ceux qu'on traverse aujourd'hui, d'un point de vue économique, sanitaire, social, je pense que tous les mots employés, toutes les expressions employées, oui, c'est important parce que, et puis, il est porte-parole du gouvernement, pardonnez-moi. Vous avez peut-être trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais on peut pas. Enfin, je sais pas ce qu'on pense notre grand sondeur. Non, mais l'expression, c'est vrai qu'elle est. Oui, elle est un peu. Moi, quand même. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le côté inédit de ce débat, une dissolution 6 mois après les élections législatives. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on en parle durant un quinquennat, mais bon, c'est lié à cette majorité relative, c'est lié à ces deux forces tribuniciennes et l'envie de Macron de pouvoir reprendre la main et renverser la table. Alors, quand même, naturellement, personne ne sait s'il y aura une dissolution et quand. C'est l'arme du président. Il y a une dimension un peu microcosmique, comme disait Raymond Barre, pour citer un ancien du microcosme parisien. C'est vrai que les élections précédentes sont à peine soldées, les comptes de campagne n'ont pas été tous certifiés, des candidats attendent des remboursements, il y a une trentaine de recours devant le Conseil constitutionnel, donc on va un petit peu vite. Et puis, il y avait un papier du JDD à côté de notre sondage fiduciaire pour Sud Radio, très intéressant, qui montrait qu'en fait, personne n'avait vraiment envie. Et le sondage montre quand même un rapport de force plutôt proche de celui du mois de juin, même si
les 2-3 points de plus pour le bloc RN Reconquête, c'est quand même une information majeure. Oui, c'est une information. Juste un mot, Éric, j'ai tapé péremption sur mon... Péremption, oui. Péremption, ça s'emploie en droit pour dire anéantissement des actes de procédure après un certain délai. Oui, d'abord, il n'y a pas de délai pour l'Assemblée nationale. D'abord, il n'y a pas de délai. Ouais. Et alors, j'espère qu'Olivier Véran avait cette vision juridique des choses lorsqu'il a prononcé le terme. C'est le ministre de la Santé qui parle. Attention, permettez-moi d'en douter un chouïa. Il ne pensait pas non plus au yaourt, mais il ne pensait pas à ce qu'il a dit, surtout. Alex Darmon, sur ce débat, il a raison, Frédéric Dabi. Je ne suis pas persuadé que nos auditeurs soient passionnés par le sujet, si ce n'est de... Je pense que quand on parle un petit peu avec eux... De faire tomber le gouvernement. Même de voter, je crois qu'ils en ont marre. En fait, les Français, ils en ont marre qu'on les sollicite. Enfin, je dis ils en ont marre, et en même temps, pas mal de Français étaient pour les référendums d'initiative locale, ou pour les RIC, même, citoyens. Mais je pense qu'ils en ont marre qu'on les sollicite à tort et à travers pour venir voter pour une élection à laquelle ils se sont pas déjà beaucoup mobilisés au mois de juin dernier. Et je pense pas que demain, ils se mobiliseront beaucoup plus. Après, en tant que tel, la dissolution, c'est une arme politique que le président agite. On en parle, mais est-ce que franchement, le risque aujourd'hui existe ? Honnêtement, quand le risque ou la chance. Le risque ou la chance, mais vous avez raison. Mais quand vous en parlez, c'est le rêve de Renaissance qui a déjà préparé tout son plan de son côté en investissement, tous les candidats, des nouveaux candidats d'ailleurs, je peux vous le dire, des nouveaux candidats dans certaines circonscriptions qui n'ont pas été candidats et qui remplaceraient des députés actuels. Mais objectivement, tout le reste de l'Assemblée nationale n'en veut pas. Enfin, vraiment, tous les autres députés. Et puis, pour faire le lien, une seconde entre ce qu'on vient de dire sur la situation du pays, pour un parti sortant, une dissolution, c'est jamais quelque chose de... c'est pas un chemin de rose. On se souvient de la dissolution boomerang de Jacques Chirac en 1997. Arlette, comment le sujet arrive aujourd'hui sur la table? C'est Frédéric Dabi, encore une fois, a raison. C'est la première fois qu'on entend parler de dissolution comme si c'était une chose envisagée. Il y a deux raisons, parce que le président a une majorité relative à l'Assemblée, qu'il est difficile de gouverner. Pour l'instant, ça va, c'est le budget, on utilise le 49.3. On va voir maintenant qu'il y a d'autres projets de loi qui arrivent sur la table, effectivement, qui concernent le climat et puis la sécurité, l'immigration. Par exemple, comment le gouvernement arrive à faire passer ou pas ces projets de loi. Mais je crois que là, Frédéric pourra confirmer. Si on parle aussi de dissolution, d'abord parce que le président de la République lui-même l'avait évoqué, lui, il l'a évoqué, en disant si c'est un blocage, il y a des armes. Donc celle de la dissolution, c'est une menace qu'il fait peser parce qu'effectivement c'est risqué pour tout le monde, à commencer par lui. Et puis risqué pour c'est une manière aussi de coincer les Républicains qui n'ont absolument pas envie d'aller devant les électeurs pour revenir encore moins nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Mais si on parle de dissolution, parce que, pardon de le dire comme ça, mais certains les députés le disent, c'est le bordel à l'Assemblée. Et ça, les Français n'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé à l'Assemblée des députés qui vont on dit de l'extrême droite à l'extrême gauche pour faire simple. Et ils veulent que tout le monde travaille ensemble, qu'on essaye de trouver des compromis. Et le chahut, le brouhaha, le tumulte, les polémiques, les incidents de séance, ça, ils n'aiment pas. Et du coup, les Français n'ont peut-être pas envie d'aller voter à nouveau, mais en même temps, on évoque cette dissolution en disant ça ne pourra pas continuer comme ça pendant 5 ans. Frédéric, les Français, ils en disent quoi de l'Assemblée sur ce que dit Arlette, ils n'aiment pas. C'est vrai qu'ils étaient satisfaits de la nouvelle composition de l'Assemblée qui ressemblait plus à leur vision du champ politique. On avait été très frappés, vous rappelez Valérie, au soir du second tour par notre sondage, soir du vote, où il y avait une majorité de Français qui souhaitaient une cohabitation, ce qui faisait que ça cassait le modèle classique des élections législatives, scrutin de confirmation des élections présidentielles. Mais là où Arlette a complètement raison, c'est ce spectacle de vocifération. On se souvient que la Première ministre a eu des difficultés à prononcer son discours de politique générale tellement il a été interrompu. Et puis le risque, encore plus fort peut-être, de l'inaction. C'est-à-dire, les Français attendent que les députés votent les lois, que s'il y a peu de textes qui passent, là, il peut y avoir un vrai mouvement de colère. En tout cas, c'est vrai que cette dissolution, elle est aussi le risque ou l'opportunité. Il est maximisé par le recours au 49.3 multiple, qui fait que oui, le risque de censure est plus fort que par le passé, même si on n'imagine pas une censure sur les retraites, sur la loi sur l'immigration, parce que les LR, n'y ont aucun intérêt, mais c'est une vraie épée de Damoclès. Oui, Éric. Moi, je pense que c'est une façon, effectivement, de tordre le bras aux Républicains. C'est une façon de leur dire, si je dissous ceux qui ont le plus à perdre en termes de sièges chez vous, donc en creux, soutenez-moi sur les réformes que je dois faire passer. J'en ai plusieurs, j'ai
qu'un seul 49.3. Donc soutenez-moi parce que sinon vous allez partir avec l'eau du bain. Donc ça c'est une façon. Il y a la deuxième analyse possible aussi qui est, vu le mot employé par Arlette, le bordel ambiant à l'Assemblée nationale, c'est d'imaginer Emmanuel Macron supportant l'idée suivante, c'est moi ou le chaos, c'est moi ou le bordel. Le problème, c'est que le président de la République, à mon sens, en défaut depuis le début de son premier quinquennat sur l'incarnation régalienne, sur l'incarnation même de sa fonction, est-ce qu'il peut représenter une sorte de bouclier suffisant face au bordel ou au chaos? J'ai des doutes également. D'où le grand risque, à mon avis, pour Renaissance, Horizon, Modem, enfin la coalition, de se représenter devant les électeurs dans le climat actuel. Moi, je pense que cette dissolution profiterait au Rassemblement national et sans doute à la NUPES, mais au Rassemblement national, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Donc c'est une prise de risque. Mais peut-être que le président a envie de se consacrer à l'étranger aussi. Alors, en même temps, qu'il rêve d'une cohabitation. Alors voilà, en même temps, les Français ont toujours adoré les périodes de cohabitation. Peut-être qu'il en a envie, lui. Parce qu'il y a une situation internationale qui l'occupe beaucoup. Je veux dire, quand on regarde l'emploi du temps du président de la République entre les conseils européens, la COP, le G7, le G20, la COP, l'actualité internationale fait que les trucs qui font progresser le quotidien des Français. Non, mais il est franchement, alors ça c'est un mauvais procès, Eric, parce que là pour le coup il peut pas la COP27 à Sharm el-Sheikh, personne n'en attend rien. Hein. Non, c'est pas le sujet. Chinois, mais les Américains ne se parlent plus sur le climat. Ma chère Arlette, il va rien se passer. Votre mauvaise foi, mon cher Eric, c'est que si le président de la République n'allait pas à Sharm el-Sheikh, vous diriez. Mais enfin, comment est-ce possible qu'il ressemble au président chinois? Je ne savais même pas qu'il y allait. Bah si, il y va. Donc, il y a une actualité internationale très forte, donc il peut effectivement se dire je me concentre sur l'international et tant pis, il y a une cohabitation et que le gouvernement se débrouille avec le quotidien. C'est le moment où le pays n'avance pas du tout, mais bon. C'est pas tout à fait vrai. 86, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses entre 86 et 86. Enfin 86, pardonnez-moi. 97-2002, le gouvernement Jospin. C'est 2 ans après l'élection de Jacques Chirac. C'est pour barrer la route à Philippe Séguin. C'est aussi parce que la note il y a quand même eu des projets de loi. Et surtout, Chirac avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est quand même un tout petit peu différent. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait que peut-être que le président veut lui se projeter sur des missions internationales qu'il en a peut-être marre. Mais enfin, il faut pas quand même oublier dans notre analyse, ce qui se passe, comme l'a dit Arlette Chabot, le bordel. Les Français aussi ne l'oublient pas. Donc si Emmanuel Macron dissout demain l'Assemblée nationale, il le fera, à mon sens, que s'il est sûr de gagner et de récupérer sa majorité absolue. Et quand vous voyez ce qui se passe dans l'hémicycle... Ce qui est loin d'être gagné, ce qui est loin d'être gagné. Donc la dissolution est, pour moi, loin d'arriver. Après, je peux me tromper. Mais quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les discours, enfin, rien que la semaine dernière, c'est un scandale ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale, où vous avez un député de la République qui dit, enfin, on va pas redire la phrase, mais qu'il rentre en Afrique, et qui parle, peu importe de qui il parle. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale, on entende ce genre de propos. Et je pense que si demain, l'Assemblée nationale est dissoute, qu'il y a une nouvelle élection législative, oui, ça profitera au Rassemblement national, sans doute, mais pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Et surtout, je pense que la France Insoumise et la NUPES ont beaucoup de choses à perdre dans cette élection, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des députés, vous avez des groupes parlementaires qui ne sont pas à la hauteur, qui viennent juste pour se défouler et vociférer dans l'hémicycle pendant 2-3 heures par jour et dire coucou, on est là. Voilà. Allez, pause, petite page de pub et on revient sur l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national. Et puis on pourra dire peut-être quelques mots sur la polémique. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Jordan Bardella a donc pris la tête du Rassemblement national. Il succède à Marine Le Pen. On l'entend partout. C'est la première fois que ce n'est pas un Le Pen qui est à la tête du parti. Il est élu dans un contexte un petit peu bousculé avec 2 polémiques. L'une d'entre elles, évidemment, c'est, on l'a évoqué avec vous, Alex Darmon, rapidement, ce député Grégoire de Fornas qui a prononcé cette phrase, qu'il retourne en Afrique. Il a été condamné par l'Assemblée nationale, par le bureau de l'Assemblée nationale, non pas pour racisme, mais pour tumulte, pour avoir semé le bazar, on va dire ça comme ça. Et ce matin, Jordan Bardella dit ce n'était pas très fin, mais notre député a eu raison sur le fond. Bon, revenons sur... Il l'a dit hier aussi, sur TF1. Revenons... Bons éléments de langage, quoi. Éléments de langage... Non, mais parce que, moi, je veux bien, il a eu raison, il n'y a aucun souci. Et on en parlait hors antenne, bien sûr, ils ont été élus sur ce programme, c'est de
la politique sur l'immigration. Il y a aucun problème là-dessus. Mais on est quand même à l'Assemblée nationale et il y a un moment, il faut savoir se tenir et avoir des propos cohérents et corrects. Et bon, en plus, je vais vous écouter, Éric Revel. Et en plus, mais franchement, vous allez voir que votre raisonnement ne tient pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Aucun problème. Mais juste une chose, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Moi, je veux bien, Grégoire de Fournas, si il tient ses propos, qu'il est dans le débat politique, il fait preuve de véhémence, il n'y a pas de problème, c'est de la politique et c'est important. En revanche, quand vous regardez ses propos Twitter, qu'il a supprimés depuis, il les a supprimés depuis vendredi. Franchement, c'est scandaleux des propos comme ça. Il a un problème avec l'Afrique et avec le continent africain. Alors, on peut aller rechercher aussi Carlos Martins Bilongo, qui est le député qui se dit insulté, fréquenter l'organisateur d'une manifestation antisémite, fréquenter la mosquée de Villiers-le-Bel, dans laquelle officiait un imam condamné par le tribunal de Pontoise. Non, mais je veux dire, si on va... Vous avez raison. Et d'ailleurs, ça me fait sourire. Avec une écharpe, il est allé vous explique qu'il ne faut pas confondre prier dans une mosquée. Et quand vous êtes objectif, ça fait sourire aussi quand vous voyez la France Insoumise, Mathilde Panot et tous les gens qui viennent directement après la séance pour faire une conférence de presse et parler de racisme. C'est plus de l'opportunisme qu'autre chose qu'un combat politique. Chez Hanouna ou même à l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire par là juste, c'est qu'il faut quand même avoir la juste mesure des choses et se dire que ce député, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de remarques, mais des remarques encore plus graves en disant les Africains ils aiment les allocs et ils aiment la France, qui restent chez eux. C'est des choses qu'il a écrit sur Twitter. Donc il y a un moment donné, il faut aussi quand même regarder la vérité en face et se dire que c'est pas tout à fait républicain ce genre de propos. Oui. Non, c'est pas Jordan, c'est Frédéric. Non, je sais. Je voulais qu'on passe. Je voulais qu'on passe. Non, mais on va pas faire 107 ans. Comment les Français vont réagir à votre avis? Moi, j'ai été frappé dans des éléments qu'on pose chaque semaine sur les événements qui ont marqué les Français. Alors, ça a été fait avec le pont jeudi, vendredi. C'est pas sorti de manière massive. On sait très bien que, la scène parlementaire n'est pas une scène extrêmement visible. Elle l'est plus maintenant parce qu'il y a cette assemblée qui correspond plus à ce que souhaitaient les Français, mais ça reste quelque chose qui est peu vu. En France, on voit le président, on voit la première ministre, on voit le pouvoir exécutif, beaucoup moins l'Assemblée. Et puis, tout ce qui participe du chahut, du tumulte, de la polémique aussi passe largement au-dessus de la tête des Français par rapport à leurs préoccupations. Vous aviez vu nos sujets de conversation dans Match la semaine dernière dans le baromètre Sud Radio, pénurie, inflation générale des prix. Lola s'est inséré compte tenu du caractère horrible de ce drame, mais c'est même ça, même un fait divers arrive loin derrière. Maintenant, on a quand même, sur la question migratoire, au-delà de la forme, sur le fond, une opinion publique qui est majoritairement contre l'immigration via des migrants, très sévère sur le fait que ne soient pas appliquées les obligations de quitter à la frontière, mais pour autant rocardienne à quelques égards sur le mode, ce qu'avait dit Michel Rocard dans les années 80-89, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Quand on pose une échelle d'attitude posée depuis des années pour la Fondation Jean Jaurès, c'est le devoir de notre pays d'accueillir des migrants fuyant la guerre ou la misère, donc pas seulement la guerre mais la misère. On a une petite majorité de Français qui sont favorables. Alors, ce n'est qu'un sondage, mais ça montre l'opinion et c'est beaucoup durci sur cette question. Le lien immigration-insécurité maintenant se fait de manière automatique. Avant, c'était que Jean-Marie Le Pen qui en parlait. Mais elle est quand même plus ouverte que ce que j'en dis. Oui. Il faudrait qu'on parle quand même de l'élection de Jordan Bardella, parce que quand vous tapez Jordan Bardella sur Google, ça vous met ses réactions sur cette affaire-là. Or, il y a autre chose à dire sur cette succession à la tête du Rassemblement national. Il y a plusieurs choses à dire, mais juste, si vous me permettez, j'aimerais revenir quand même sur l'affaire de ce député RN, M. de Fournas. Il n'a pas été condamné par le bureau de l'Assemblée nationale pour les propos qu'il a écrits sur Twitter ou qu'il a postés sur Facebook. Non, il a été condamné avec une sanction historique, puisque ça n'était pas arrivé depuis 1958, si j'ai bien compris, pour des propos qu'on lui prêtait. Mais attention, c'est là que j'attire votre attention, si je peux me permettre, c'est que comme on reste un peu dans le flou sur qu'il retourne en Afrique avec un S ou pas, si il est dans sa vérité, c'est-à-dire il s'adressait à ce bateau dont venait de parler le député de la France Insoumise, qu'il retourne en Afrique, pardonnez-moi, là c'est une condamnation pour tumulte, mais surtout, c'est une condamnation sur une idéologie, qu'on soit d'accord ou pas, que porte le Rassemblement national. Or, si vous commencez à condamner des députés à l'Assemblée nationale
sur les idées, l'idéologie, alors là, à mon sens, vous rentrez dans une lourde et grave jurisprudence, et que je sache, et tout l'embarras de la présidente de l'Assemblée nationale et du bureau est autour de ça, c'est qu'on le condamne pour tumulte, on ne le condamne pas pour propos racistes, parce que dans le doute, s'il exprime une opinion qui est liée à l'idéologie qu'il défend au sein de son parti, alors ce serait une grave jurisprudence que, évidemment, condamner un député pour des propos politiques auxquels il croit. Donc ça, c'est mon premier point. Sur Jordan Bardella, d'abord, moi, je trouve que ce type est un surdoué de la politique. Vous voyez, il y a en face à la NUPES quelqu'un qui était à peu près du même tonneau, de la même jeunesse, c'est Quatennens. Bon, alors Quatennens, pour l'instant, il est un peu empêché, mais c'est cette génération-là de types qui sont bons narrateurs, qui ont une épaisseur politique, historique indéniable, pour des gens qui ont entre 27 et 30 ans, c'est quand même assez remarquable. Maintenant, j'avais trouvé sa première réaction extrêmement bonne de Bardella, tout de suite après sa désignation, en nommant premier vice-président Louis Alliot, qui était son premier opposant. Alors le problème, c'est que Louis Alliot a fait monter au créneau pendant cette campagne interne l'idée que Bardella était plus identitaire que Marine qui voulait normaliser. Et du coup, vous avez quand même l'ombre portée de Steve Briouat à Hénin-Beaumont, de Bruno Bilde ailleurs, qui disent non, en fait, Bardella est en train de nouveau d'extrémiser le Rassemblement national et c'est pas la bonne voie. Donc je pensais qu'il allait faire taire en fait toutes les critiques en prenant cette présidence de manière hégémonique. 85%, c'est pas rien. Non. Et en fait, on voit bien que ses opposants. Alors certains vont trouver que c'est une bonne chose qu'il y ait des opposants dans un parti, que les lignes se confondent. Mais voilà, il y a une sorte d'ombre portée quand même sur l'intronisation de ce surdoué de la politique. Surdoué pour vous aussi, Arlette Chabot? Incontestablement, et il a tout à fait raison, Éric, évidemment. C'est-à-dire, il y avait Adrien Quatennens côté gauche. Tous les partis rêvent de rajeunir, de chercher des personnalités nouvelles. Regardez du côté des LR, par exemple, voilà, le rêve, je n'insiste pas lourdement. Et là, il y a une personnalité qui a émergé, comme il y en avait une, effectivement, du côté des Insoumis. Surdoué, parce que quand même, il a gagné, il ne faut pas oublier, les élections européennes. Absolument. Il était totalement inconnu, sa liste est arrivée en tête. Alors certes, il y avait Marine Le Pen à côté, mais quand même, c'était une performance. Il est très efficace dans les médias, bien entendu, très efficace en débat. Après, oui, il y a une petite fronde du clan... en plus, c'est les marinistes, les pro-Marine Le Pen de la première heure. C'est ceux qui ont convaincu Marine Le Pen de venir à Hénin-Beaumont, d'être candidate. Alors, sont-ils un peu tristes de voir qu'ils sont un peu écartés? Sont-ils vraiment inquiets d'une dérive du Rassemblement national, une droitisation du parti, parce que Bardella serait plus proche des identitaires ou serait assez proche aussi de personnalités qui ont rejoint Éric Zemmour? On verra, effectivement. Il a une histoire, Jordan Bardella. Il vient de Seine-Saint-Denis. Donc il est peut-être plus sensible, je mets guillemets à sensible, aux problèmes identitaires. Et il tient à cette ligne de fond. On raconte aujourd'hui qu'effectivement, lorsqu'Éric Zemmour a fait son apparition sur la scène médiatique, il voulait que Marine Le Pen revienne sur les sujets d'immigration, plus. Bon, et Marine Le Pen s'est fâchée et a dit non. Pouvoir d'achat, ça suffit, on ne revient pas au Front National du passé, on est parti dans autre chose. Donc voilà, elle a eu raison. Alors on verra, en tout cas Marine Le Pen n'est pas loin, elle a dit qu'elle resterait présente à côté évidemment de Jordan Bardella, mais pas étouffante, comme dit une bonne maman à ses enfants quand ils deviennent grands. D'ailleurs, il a rendu hommage à sa mère et à Marine Le Fam, les deux femmes de sa vie. Non, mais c'est un surdoué de la politique. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois justement pour YouTube, et c'est vrai que j'ai des souvenirs d'interviews avec lui où faut le dire, il fait rebondir, il fait vous amener là où il veut vous amener, et vous le ramenez quand même, il vous ramène là où il veut aller, quoi qu'il arrive. Donc oui, c'est un surdoué de la politique. Après, quand vous parlez en interne avec des députés du Rassemblement national,
national, ils vous disent tous que c'est un formidable, là aussi élément de langage sans doute, mais c'est un formidable signal pour le pouvoir que de mettre ce jeune à la tête du Rassemblement national. C'est une stratégie aujourd'hui qui est validée par le Rassemblement national en poussant Jordan Bardella numéro 1. C'est quelque chose qui travaille depuis 10 ans. C'est l'un des partis où vous avez vraiment beaucoup de jeunes. Un mouvement de jeunesse très important. D'ailleurs, ça se traduit aussi dans les urnes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui votent Rassemblement national. Et là où c'est important pour terminer, c'est que Jordan Bardella, il est député européen, on l'a dit. Mais il n'est pas tant présent que ça sur la scène nationale. Et on sait qu'il avait eu des regrets de ne pas s'être présenté comme député aux élections législatives en juin dernier, en disant je vais être absent du débat politique et des débats des médias. Là aujourd'hui, en récupérant officiellement, en gagnant officiellement, sans nomination, mais par une élection, cette tête du président du Rassemblement national, il va prendre toute sa place dans le débat médiatique. Un mot, Frédéric. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très récent dans le champ politique et pour autant dans le baromètre Match, il a une très forte notoriété. Il y a que 25% des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer sur lui. Pour un leader du RNFN, il a un socle de bonnes opinions qui est élevé. Il dépasse les 30%. Et c'est vrai que c'est un formidable atout pour faire voter les jeunes. Sachant que les jeunes et le vote RN, ça a un petit peu évolué. C'est moins les 18-25 comme votant Jean-Marie Le Pen. C'est plutôt les 25-30, la génération de l'insertion qui galère et qui va plus être tentée par un vote RN. Plateau passionnant aujourd'hui, débat passionnant. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on va parler de Diane de Poitiers. Grande fiction ce soir, à ne pas manquer sur France 2. On sera avec José Dayan, sa réalisatrice, et Samuel Labarthe qui incarne le roi François. À tout de suite.